Mesdames, Messieurs, c'est parti pour un voyage thérapeutique aux quatre coins du monde. Et oui, le salon du bien-être et de la médecine douce, c'est en ce moment à la Porte de Versailles à Paris. Et à cette occasion, on s'est dit, tiens, si on allait voir comment nos voisins se soignent autrement. Est-ce qu'ils choisissent les remèdes de grand-mère, la médecine traditionnelle de leur pays ou encore la magie noire? Autant de méthodes qui ne sont pas très courantes ici en tout cas. Alors, à chaque pays, son ordonnance. C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Et pour nous éclairer ce matin, voici nos guérisseurs d'un jour. Gérard Grisbeck qui nous attend à Dakar. Sandrine Mercier en haut à droite qu'on retrouvera à Barcelone. Nicolas Bertrand, notre correspondant à New Delhi en bas à gauche. Et enfin, Alexia Kefalas qui nous donne rendez-vous à Athènes. Et tout de suite, on va prendre la température au Sénégal. Et là-bas, pour soigner les petits comme les gros bobos, on fait appel à une médecine à l'ancienne, 100% naturelle. Bonjour Gérard, si j'ai bien compris, chez vous, on croit dur comme fer au pouvoir des plantes. Une tisane au lit, et puis ça repart. Mais ça, en fait, ce sont des recettes de grand-mère, c'est ça ? Oui, effectivement, ce sont des recettes de grand-mère, vous avez raison, William, bonjour à tous. Mais ce sont des recettes de grand-mère au sens noble du terme. Il y a toujours eu des guérisseurs. Et vous savez, ici au Sénégal, sans doute 80% des gens vont se soigner auprès de ces guérisseurs. D'abord parce que l'hôpital, ça coûte cher. Ensuite, ils ont plus confiance dans cette médecine traditionnelle parce qu'elle a apporté ses fruits. Elle donne des résultats, en particulier pour les maladies de peau, pour la lutte contre le paludisme, pour soulager aussi les maux de tous les jours. Et les maux de tous les jours ne peuvent pas être réglés simplement par un médicament de façon mécanique. Il faut aussi avoir la patience de discuter avec la personne. Ça peut durer longtemps. Ce n'est pas comme aux urgences à l'hôpital où il faut aller vite et passer au patient suivant. Là, on prend le temps de parler, on prend le temps de discuter avec les gens et de les soulager. Donc, nous sommes allés à environ 150 km de Dakar, d'ici à Fatick, qui est une ville donc de province. Et là sont regroupés une série de guérisseurs. Ils sont d'ailleurs plusieurs centaines. Ils se sont mis ensemble. Et vous allez voir ce reportage que l'on a réalisé avec Frédéric Rank et Papsec. Le centre est ouvert tous les jours. Et ici au Sénégal, tout le monde le connaît, même s'il n'est pas à Dakar, mais à 150 km de là, dans la petite ville de Fatick. Le centre Malango compte 11 brevets d'invention de médicaments. Et ce matin, la première patiente, c'est Mbossé Diop. À l'entrée, il lui faut payer moins d'1 euro. Les tradis praticiens, comme on les appelle, se partagent les spécialités. Au total, ils sont 400 inscrits, mais pas tous présents chaque jour. Les remèdes à base de plantes médicinales sont préparés sur place, à la demande. Bossé explique qu'elle a de graves problèmes dermatologiques et que le traitement donné par les médecins à l'hôpital n'a rien donné. Dis-moi ce que tu as exactement. Quand je me mouche, j'ai un peu de sang. Depuis combien de temps? Depuis quelques mois, je ressens une grande chaleur dans mon corps. Ici, ça me fait mal. Je pensais que c'était une dent. On me l'a arrachée, mais j'ai toujours mal. Le guérisseur lui prépare un remède à base d'écorce et de branches d'arbres. Et il lui explique comment infuser tout cela avant de le boire et de revenir le voir dans un mois. On se soigne à l'hôpital et ici. Si tu as de l'argent, tu vas à l'hôpital. Sinon, tu viens ici. Tu ne paies pas plus de 5 euros pour une consultation et un traitement de 3 mois. Évidemment, on travaille ensemble. S'il faut opérer un malade, on l'envoie à l'hôpital. Il faut s'éloigner un peu du centre médical pour découvrir le jardin secret des guérisseurs. John nous fait visiter ces lieux où chaque plante est suivie de près, chaque arbre est particulièrement respecté et la cueillette nécessite tout un cérémonial. Un arbre, ce n'est pas n'importe quoi. Tu ne peux pas le découper et repartir. Tu dois t'adresser à lui par une prière que l'on transmet de père en fils.
Les branches de cet arbre, que l'on appelle ici un berre, sont découpées en morceaux et mises en sachets avant d'être infusées pour soigner les démangeaisons. Un peu plus loin, John nous montre un deuxième arbre, un ban. Il y a des arbres que l'on touche en période de pluie et d'autres arbres que l'on touche en saison sèche. Moi, celui-ci, je ne le touche pas à cette période. Mais regardez, certains ont prélevé des morceaux d'écorce. C'est très efficace contre les rhumatismes. John repart en quête d'autres arbres dans ce jardin botanique qui ressemble à une pharmacie à ciel ouvert. Oui, c'est étonnant, Gérard, ce rapport qu'ils entretiennent avec la nature. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant de voir ce côté quasiment religieux de respect de la nature, ce côté sacré que nous, on a un petit peu perdu en Occident. Mais c'est vrai aussi qu'il n'y a pas de querelle entre les anciens et les modernes. Il n'y a pas ceux qui défendent l'hôpital et ceux qui défendent les guérisseurs. On fait les deux. On comprend bien que c'est complémentaire. Si demain j'ai une crise d'appendicite et je vais voir le guérisseur, il me dira d'aller à l'hôpital pour me faire opérer. Donc ce n'est pas du tout une lutte d'influence entre ceux qui sont pour la science et ceux qui sont contre la science. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que dans certains pays voisins, particulièrement du Sénégal, eh bien, le milieu hospitalier est moins bon qu'ici. De ce point de vue, le Sénégal est plutôt en avance, a plutôt plus de moyens que les autres pour ce milieu hospitalier. Par exemple, la Côte d'Ivoire a des hôpitaux qui sont de moins bonne qualité qu'ici à Dakar. C'est vrai aussi, alors, évidemment, pour d'autres voisins comme la Sierra Leone et le Libéria, d'où cette crise qu'on a connue avec le virus Ebola il y a maintenant quelques mois. Mais donc, si vous voulez, c'est vécu ici comme une complémentarité et c'est d'une certaine façon nous rappeler que l'homme n'est pas une machine, qu'il a besoin d'être écouté, qu'il ne peut être pas simplement face à un médecin, il est aussi face à un être humain. Merci beaucoup, Gérard. À très bientôt. Derrière Gérard Griesbeck, le bâtiment que vous voyez, le bâtiment blanc avec le drapeau sénégalais, je pense que c'était la présidence de la République. Autre pays maintenant, autre méthode et pas des moindres. Direction l'Espagne. Figurez-vous que là-bas, pour lutter contre le cholestérol, écoutez bien, on n'a rien trouvé de mieux qu'une bonne cure de jambon. Mais attention, pas n'importe lequel. Sandrine, tous les cochons ne sont pas bons. Bonjour. Bonjour William. Eh bien oui, vous avez raison, on nous a toujours dit que le porc c'est gras, que manger trop de jambon ça donne des bourrelets. Sauf ici en Espagne, il y a une exception, le jambon ibérique. Celui que vous retrouvez souvent en France sous le nom de pata negra, oui. Parce que ce cochon a les pattes noires tout simplement. Eh bien si ce cochon, et attention William, ce que je vais vous dire, le détail est important, si ce cochon a mangé du bellota, le gland en espagnol, alors là, bingo, votre jambon devient bon pour la santé et vous évite même des problèmes cardiovasculaires. Tout cela, c'est très sérieux puisque c'est le résultat de plusieurs études scientifiques. Allez, je vous emmène en Extrémadure, c'est le sud-ouest de l'Espagne, où nous avons réalisé ce reportage avec Jean Gordillo. Tout le monde le sait, tout est bon dans le cochon. Un dicton qui en Espagne prend tout son sens, car le jambon issu de ce cochon noir est aussi bon pour la santé. C'est dans ces plaines d'Extrémadure qu'est élevé en plein air le cochon ibérique, un cochon unique au monde. Le cochon ibérique, c'est ce porc noir au poil ras, plutôt fin, mais capable de donner beaucoup de graisse dès qu'il grossit. Surnommé aussi pata negra, ce cochon donne l'un des meilleurs jambons du monde. Car voici son secret. Ce sont les glands. C'est ça le secret du jambon ibérique. Un cochon en mange facilement 10 à 11 kilos par jour. Ce gland a la particularité d'être chargé en acide oléique, un acide gras non saturé, l'équivalent de l'huile d'olive. En se nourrissant de ce gland, le cochon ibérique va alors fabriquer de la bonne graisse et devenir un jambon aussi bon en goût que pour la santé. Il est délicieux. Un médecin s'est penché sur les bienfaits du jambon ibérique. Pour réaliser son étude, le docteur Garcia a changé le menu de cette maison de retraite et autorisé 75 grammes de jambon matin et soir. Pour ce régime, nous avons remplacé toutes les viandes par du jambon, car il a le même apport en protéines et en graisse. Le jambon contient beaucoup de protéines, comme une viande rouge, mais ce qui est vraiment bénéfique, c'est son gras. C'est la graisse qui contient l'acide oléique et qui s'avère bonne pour la santé.
Une fois n'est pas coutume, tout le personnel de la maison de retraite s'est porté volontaire pour suivre cette diète exceptionnelle. Et le plus surprenant a été le résultat. Mon cholestérol a baissé et moi qui ai toujours des problèmes de poids, là je n'ai pas pris un gramme. Moi ça a tellement baissé que je n'avais plus assez de sucre. Il a fallu ajouter des gâteaux à mes repas. Pareil pour la tension. Je n'ai jamais eu de problème de tension, mais là elle a baissé plus que la moyenne. Du jambon pour faire baisser son cholestérol, ce qui semblait incroyable a donc bien été démontré dans cet hôpital de Badajoz. Pour autant, le docteur Garcia avertit, ne vous précipitez pas sur toutes les tranches de jambon. Le cochon rose, comme le cochon ibérique, ont tous les deux des acides gras. Mais seul le cochon ibérique, élevé dehors sous les chênes, va être capable de transformer la graisse en gras bénéfique. Car ce porc a moins d'acides gras saturés, le mauvais gras, et beaucoup plus d'acides gras non saturés, le bon gras. Seul problème, son prix, entre 100 et 150 € le kilo. Le jambon pata negra est, pour le porte-monnaie, tout sauf une médecine douce. Non, franchement, alors là, deux remarques quand on entend ça, Sandrine. Et effectivement, il faudrait avoir le CV de chaque cochon. Est-ce que vous avez bien été élevé sous l'arbre avec les glands comme il faut, etc. Puis la deuxième remarque, c'est qu'à ce prix-là, il faudrait que le jambon soit remboursé par la Sécu, non? Oui, vous avez raison, ça pourrait être une idée. En tout cas, bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité puisque le jambon ne fait pas partie de la liste des médicaments. En revanche, il a été intégré dans la diète méditerranéenne. Vous savez, ce régime qui est basé sur l'alimentation des pays de la Méditerranée. Un régime qui, lui, a prouvé scientifiquement son efficacité pour prévenir l'infarctus, l'AVC, mais aussi le diabète, certains cancers même. Donc voilà, William, vous n'avez plus aucune mauvaise conscience à avoir si vous voulez vous resservir d'un peu de pata negra. Cela dit, est-ce qu'il y a moins de maladies cardiovasculaires en Espagne? Parce que si c'est le cas, on va tous se mettre au pata negra, quel que soit le prix. En Espagne, pour le moment, la moitié de la population meurt d'une maladie cardiovasculaire, 50% à peu près. Des chiffres qui baissent légèrement ces dernières années, sauf en Extrémadure et en Andalousie. Les deux régions où sont élevés ces cochons, alors ça peut paraître un comble, mais je vous le disais, on l'a vu dans le reportage, le jambon ibérique de Bellota est un luxe. Il est donc considéré comme un luxe ici par les Espagnols qui préfèrent le vendre à l'étranger où le prix va en plus encore augmenter. Il leur reste l'huile d'olive, tout aussi saine et plus abordable. Voilà, mais j'ai bien compris votre message, William. Donc, si vous voulez, la prochaine fois, je vous ramène du jamón pata negra de Bellota. Oui, alors Bellota, je vous le confirme, hein, à l'étranger, c'est encore plus cher que chez vous. Merci beaucoup, en tout cas, Sandrine. À très bientôt. Au revoir. Et oui. À bientôt, William. Petite pause chez nous à présent avec notre marabout du net, alias Julia du web. Vous allez voir que les médecines douces séduisent toujours autant les Français. La preuve, pour commencer, avec quelques chiffres, Julia. Exactement, on commence avec ce chiffre, 4,8 millions, c'est le nombre de recherches qu'ont effectué les gens, les Français, pour trouver les coordonnées d'un spécialiste dans ces médecines alternatives. Alors, au sommet de ce classement des recherches, c'est les sophrologues qui trouvent le plus de clics. Les sophrologues, les magnétiseurs, ensuite les hypnothérapeutes et en quatrième position, les musicothérapeutes. À noter que 3 départements semblent être plus adeptes aux médecines douces. On a d'un côté, en première position, Loire-Atlantique. On a ensuite l'Île-et-Vilaine et les Côtes-d'Armor. Chacun, après, va trouver sa spécialité. Par exemple, les magnétiseurs sont très populaires en Côte-d'Armor. On va retrouver du coup les préférences en fonction des régions et de la culture ancestrale de chaque région. Un site, si on doit en retenir qu'un, c'est celui-ci. Ça s'appelle mamedecine.fr. C'est sur ce site que les gens vont trouver le praticien qu'ils recherchent et qu'ils vont pouvoir prendre rendez-vous. Ce site-là est spécialisé dans tout ce qui est médecine douce et médecine alternative. Vous avez des applications à nous conseiller pour y voir encore plus clair? Bah oui, évidemment. Alors, une application, d'abord celle-ci, remarquable, très connue, Radio Médecine Douce. C'est la première radio entièrement dédiée à la santé naturelle et aux thérapies alternatives. Elle va programmer tous les jours des émissions consacrées aux médecines naturelles. Vous avez ensuite cette application, Tisane et Infusion, qui va référencer toutes les herbes et toutes leurs propriétés et vous expliquer à quel moment et pour quels soins, quels symptômes vous avez besoin de cette herbe. La même chose pour les huiles essentielles. Donc pareil, les symptômes, les propriétés, les mélanges que vous allez devoir faire pour vous soigner. Et la dernière, Music Care, c'est une méthode de musicothérapie prouvée cliniquement
Élu comme la meilleure application dans le traitement de la douleur. Avec ça, vous êtes au top. Merci Julia, à tout à l'heure. Le voyage continue. Tout de suite, on fait escale à New Delhi. Parce qu'en Inde, vous vous en doutez peut-être, on pratique une médecine traditionnelle qui a fait ses preuves depuis des millénaires. C'est l'Ayurveda. Là-bas, on ne jure que par cette méthode et c'est devenu un véritable mode de vie. Bonjour Nicolas. Est-ce qu'on peut vraiment tout guérir avec l'Ayurveda ? Oui, bonjour William, absolument. Selon ses plus fervents défenseurs, l'Ayurveda pourrait guérir des maladies telles que le cancer ou encore le VIH. C'est vous dire à quel point cette médecine est prise très au sérieux ici. Elle fait vraiment partie du patrimoine indien. Et elle a depuis peu même un ministère propre qui subventionne des hôpitaux spécialisés. Les traitements sont donc presque gratuits. L'Ayurveda, ce sont avant tout des traitements préventifs, couplés souvent à du yoga. Et comme vous allez le voir dans ce reportage signé Amanda Jacquel et Manoé David, elle attire de plus en plus une clientèle venue du monde entier. Quelques gouttes d'huile dans les cheveux, relâchez la tension, frictionnez. Ce massage à 4 mains, c'est de l'Ayurveda. Cela va relaxer tout son corps. Dans ce centre de luxe, pas de thérapie lourde. L'Ayurveda, c'est la recherche d'une vie plus zen. Et la direction surfe sur cette nouvelle tendance. Ça devient de plus en plus populaire parce que les gens voient l'Ayurveda comme du bien-être. Nous avons beaucoup de clients de l'étranger, surtout des Allemands. Je dirais que 50% de notre clientèle est allemande. Aucun produit chimique, aucun excitant, du 100% naturel. C'est ce qui attire le client. Ce commerce est lucratif. Huile, savon, shampoing ou encore produits alimentaires sont proposés à la vente. Voici une tisane. Il n'y a pas de caféine, pas de théine. Nous la donnons à tous nos clients après leur massage pour qu'ils se régénèrent aussi de l'intérieur et qu'ils se sentent totalement réchauffés. À côté de la simple détente, l'Ayurveda en Inde, c'est aussi une médecine traditionnelle et grand public. 1500 Indiens se rendent tous les jours dans cet hôpital pour être soignés. Le docteur Gupta prodigue des thérapies qui traitent selon lui les douleurs physiques comme psychiques. Ça, c'est la technique appelée Shirodhara. Shiro signifie la tête et Dara, c'est ce filet d'huile. Cette femme souffrait d'insomnie. Au début, elle était irritable. Elle n'aimait pas cette thérapie. Mais au bout du 3e jour, elle s'est carrément endormie sur la table. Pour le docteur, l'Ayurveda est bien une science à part entière. L'Ayurveda est fait de 2 mots. Ayu, qui est la vie, et Veda, la connaissance. Ayurveda, c'est donc la connaissance de la vie. La vie comprend le corps, l'esprit, mais aussi l'âme. Ce n'est pas que le corps. Ici, pas d'antibiotiques ou d'opération. L'huile chauffée est le remède miracle. Là, elle favorise la circulation sanguine de Shivangi. Cette jeune femme souffrait de douleurs corporelles depuis son accouchement. J'ai suivi un traitement de médecine classique pendant 4 ans. Quand j'ai perdu tout espoir, c'est là que j'ai essayé l'Ayurveda. Je sais que c'est un traitement qui prend du temps, mais je veux qu'on me soigne. En Inde, l'Ayurveda est une fierté nationale. Le gouvernement veut en faire une médecine accessible à tous. Les médicaments sont d'ailleurs gratuits. Alors pour le docteur, pas question de croire en une autre forme de médecine. Vous savez, il y a tellement de recherches menées, on dépense tellement pour la médecine dure, mais rien ne change. Il n'y a toujours pas la santé. En Inde, on utilise la pratique ayurvédique depuis plus de 5000 ans. Et depuis 5000 ans, c'est le même livre que l'on utilise, sans changement. Si on maintient quelqu'un en forme, alors il n'y a pas besoin d'un système de santé. Une harmonie avec la nature et les astres. Dans le monde idéal du docteur Gupta, l'hôpital pourrait même être autosuffisant. Il a d'ailleurs créé un jardin à l'arrière du bâtiment où il cultive ses plantes médicinales. Oui, effectivement. Merci beaucoup, hein, Nicolas. Effectivement, 5000 ans. Ça donne du recul, quoi. Retour dans l'Hexagone à présent avec Isabelle Martinet. On va faire un point sur la situation en France. Alors, la première question. Bonjour Isabelle. Est-ce que dans notre pays, on aime bien les médecines douces? On a vu ça sur le net, il y a pas mal de sites.
De plus en plus, c'est-à-dire que petit à petit, on a tendance à se détourner un peu de l'allopathie, qui est notre médecine officielle traditionnelle à base de médicaments chimiques, pour tester des traitements alternatifs. 70% des Français ont consulté un thérapeute non conventionnel et pratiquant l'une des 400 thérapies recensées. Alors ça va de l'ostéopathie, une médecine manuelle, à une thérapie de l'esprit comme la sophrologie. Évidemment, ça ouvre des pistes de réflexion, mais lorsqu'on n'a pas forcément accès à des preuves scientifiques, il faut néanmoins rester prudent. Par exemple, si un thérapeute non conventionnel vous propose de ne consommer que des aliments crus, je crois qu'il faut au préalable consulter un médecin nutritionniste pour vérifier le bien fondé de ses conseils. Et comment on fait le tri parmi toutes ces offres-là? Alors, c'est difficile. Pourquoi? Tout simplement parce que la formation de ces praticiens varie de plusieurs années à quelques week-ends. D'autre part, toutes les médecines parallèles ne sont pas forcément légalement encadrées. Autrement dit, vous pouvez tomber sur un professionnel compétent ou sur un charlatan. Mais oui, mais c'est pas marqué sur sa carte de visite, ça. Donc, bonjour, je suis un charlatan. Bonjour, je suis un charlatan. Évidemment, on ne vous le dira pas. Donc, je crois que le meilleur conseil aujourd'hui, c'est de se renseigner auprès de l'hôpital. Pourquoi? Parce que déjà, le fait que l'hypnose, l'acupuncture et le shiatsu aient fait leur entrée dans l'univers hospitalier, c'est déjà une garantie. Bon, alors, côté médicaments, quels sont les traitements les plus à la mode ou les traitements les plus acceptés, on va dire? Allez. Alors, longtemps, l'alternative, je dirais, de base, ça a été l'homéopathie. Vous savez, avec les granules issus de souches végétales, minérales ou animales. Aujourd'hui, ce sont plutôt les médicaments à base de plantes qui sont à la mode. La phytothérapie, par exemple, vous savez, les ampoules, les gélules, en sachant que l'autorisation de mise sur le marché n'est pas forcément dépendante de tests cliniques préalables sur l'efficacité. Généralement, quand ils sont sur le marché depuis longtemps, on considère qu'ils sont utiles. Autre chose qu'on aime beaucoup, la mode est aux huiles essentielles à base d'extraits de plantes. Et il faut savoir que ces produits contiennent de très nombreuses, des centaines de molécules qui sont évidemment, qui ont des principes actifs. Donc il faut les utiliser avec précaution et selon le conseil du pharmacien. Ça, alors la dernière question, la grande question, la plus simple, peut-être la plus stupide, je ne sais pas. Est-ce que ces médecines alternatives sont efficaces? Alors, selon le corps médical, il s'agit avant tout de médecines d'accompagnement, de thérapies complémentaires qui, oui, sont efficaces, très certainement, pour renforcer les défenses naturelles du corps, mais qui ne peuvent pas se substituer à un traitement de fond, notamment dans le cas, par exemple, d'un cancer. C'est vrai qu'on a peu d'études cliniques encore, mais pour l'instant, l'engouement populaire est là. Ben oui, mais alors justement, comment on explique cet engouement-là? Cette envie de croire à autre chose? Oui, il y a plusieurs raisons. La première, c'est sans doute toute l'actualité sanitaire liée à l'industrie pharmaceutique. On a vu certains scandales, on a vu aussi des accidents. Le deuxième point, c'est qu'on a de plus en plus de germes qui se montrent résistants aux antibiotiques. Et puis, il faut bien avouer qu'on a certains cabinets médicaux qui sont très encombrés. C'est parfois un peu le parcours du combattant d'obtenir un rendez-vous. Et puis, la dernière raison, c'est tout simplement qu'on a une envie de naturalité, vous l'avez dit, qui est en train de se généraliser pratiquement à tous les secteurs de l'économie. C'est sa bonne réputation. À partir du moment où il y a le mot nature dedans, c'est efficace ou pas, écoutez, c'est naturel, alors voilà. Tout ce qui est naturel marche bien. Et je pense que le jour où on aura encore plus de preuves scientifiques d'efficacité, ce type de médecine pourrait encore se développer. Donc j'ai envie de dire à suivre. Merci Isabelle. Pour la dernière étape du jour, on file en Grèce. Et là, vous allez voir, jusqu'à présent, les choses n'étaient pas habituelles par rapport à ce qui se passe chez nous. Et là, vous allez être probablement encore plus surpris. Chez nos amis méditerranéens, mieux vaut prévenir que guérir. Et là-bas, en Grèce, on pratique un rituel très codifié pour combattre le mal. C'est le mauvais œil. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le mauvais œil? On va demander à Alexia Kefalas. Bonjour Alexia, il paraît qu'ils sont superstitieux. Bonjour, Qu'ils sont superstitieux, vos compatriotes. Alors, pour commencer, petite explication. Qu'est-ce que c'est que ça, le mauvais œil? Bonjour William. Alors effectivement, le mauvais œil, le kakomati, c'est un peu quand quelqu'un fait trop de compliments. Par exemple, oh William, qu'est-ce que vous êtes bien habillé aujourd'hui, comme vous êtes beau aujourd'hui. Eh bien tout ça, à la fin de la journée, vous pouvez vous sentir un peu lourd, avec de grands maux de tête, et c'est ce qu'on appelle le mauvais œil, le mati. Alors bien entendu, il y a plusieurs remèdes pour y pallier, mais la plupart des Grecs y croient, et c'est la force de ce mauvais œil. Mais c'est sérieux tout ça, ça remplace vraiment la médecine? Alors, dans certains cas, vous savez, William, ça peut marcher. Pourquoi est-ce que ça peut marcher? Parce que les spécialistes disent que quand on y croit véritablement, eh bien,
ça marche. La preuve, quand quelqu'un se casse la figure dans la rue, avant de courir le secourir, eh bien, on dit attention, attention, on lui a porté le mauvais œil. Alors, ça va au-delà des remèdes de grand-mère pour conjurer le sort. Ouais. Il faut tout d'abord, certains disent une prière dans leur fort intérieur, d'autres multiplient les bâillements, d'autres encore utilisent l'huile et l'eau. C'est le cas de Caterina qu'on a rencontrée sur son lieu de travail. C'est un sujet réalisé avec Aris Katsianis. Pendant sa pause quotidienne, Caterina s'isole dans la sombre et étroite cuisine de son entreprise de fer pour concocter un mélange assez étrange. Mon collègue a mal à la tête, il est fatigué et a mal aux oreilles aussi. Mais c'est un rhume, non? Non, ce n'est pas un rhume. Depuis ce matin, tout le monde lui dit « Vous êtes parfait, comment faites-vous pour si bien travailler ?» Il faut enlever ce mauvais œil. Plus qu'une simple croyance, le mauvais œil en Grèce est une institution. La plupart des Grecs considèrent que le trop de compliments à quelqu'un ou au contraire, les mauvaises langues engendrent des maux comme des nausées, des bâillements ou des courbatures que les médicaments ne saurait guérir. Il y a donc tout un rituel pour enlever ce mauvais œil. Regardez, l'huile se dilue, il a donc l'œil. Une fois le mélange prêt, c'est au malade qu'il faut s'adresser. Allez, bois. J'ai mal. 3 petites gorgées et tu verras, ça ira mieux. Ça va passer. Allez, encore une. C'est bon là. Comment sait-on que cette formule fonctionne? Depuis 1980, à chaque fois que j'ai mal à la tête, je n'ai pas pris d'aspirine. C'est moi qui lui enlève l'œil. Pour conjurer le sort, beaucoup portent à leur cou des pierres bleues. C'est même un objet très touristique et très prisé. Sauf que la très puissante Église de Grèce ne reconnaît pas cette pratique. Toutes ces pratiques ou n'importe quel rituel qui est effectué pour rejeter cette mauvaise énergie a des composantes magiques. C'est évident. L'Église condamne ces pratiques. Mais la technologie brisant tous les tabous, il y a même une application sur smartphone pour enlever l'œil. Nous avons donc essayé William avec votre photo. Mon petit, tu es très mal. Quel œil! Même le tigre est moins possédé. Allez, crachote autour de toi. 3 fois. Lève-toi de la chaise, bouge un peu et tu seras parfaitement remis. Surtout ne me remercie pas. Il ne faut pas, pour que la prière prenne. Ça coûte moins cher qu'une consultation chez le médecin et oui, c'est complètement gratuit. Alors en temps de crise, ça peut sans doute marcher. N'est-ce pas, William? Oui, je ne sais pas. Je vais cracher partout, enfin 3 fois, pas plus de 3 fois. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le tour de la table et je reviens. Je vous tiens au courant. Exactement. Je vous tiens au courant. Vous remercierez ces dames. Quoique, il ne faut peut-être pas trop la remercier, si j'ai bien compris. En tout cas, merci beaucoup. Mais à part ça, vous connaissez la formule magique? Parce que moi, je ne l'ai pas entendue, là. Oui, alors effectivement, on ne peut pas la connaître. Personnellement, je ne la connais pas non plus, mais ça peut paraître kitsch tout ça. Mais vous savez, William, c'est très sérieux en Grèce. La plupart des Grecs y croient. Et surtout, la prière qu'on ne connaît pas, donc, elle se transmet au compte-gouttes d'homme en femme ou de femme en homme. Et il n'y a que 2 personnes dans une même famille qui peuvent connaître cette prière. C'est dire si ça se perpétue depuis des siècles maintenant. Et c'est pour ça qu'elle est prise très très au sérieux. Et c'est pour ça que tout le monde... en tout cas, doit vous porter l'œil quand vous venez en Grèce ou quand il vous voit à la télé, William. Mais grâce à cette application, maintenant, vous êtes protégé. Très bien. Donc, je suis protégé en Grèce. Ici, il faut voir. En tout cas, dans votre famille, dans la famille Kefalas, c'est pas vous qui êtes dépositaire de la formule magique, visiblement. Alors, c'est pas moi, et pour tout vous confier, William, j'ai essayé pendant ce reportage de connaître la prière, en tout cas d'avoir quelques pistes pour pouvoir éventuellement faire ça toute seule. Eh bien, personne ne m'a donné la clé de cette prière et comment est-ce que ça fonctionne. Donc, eh bien, je m'en remets à la technologie, aux applications, et puis éventuellement, j'évite. Moi, vous savez, on ne me fait pas beaucoup de compliments, donc je laisse ça pour vous. Bah, écoutez, je vais vous en faire. Ce reportage était comme d'habitude remarquable. Merci beaucoup, Alexia.
Vous pouvez porter l'œil, là, ça y est. Je vous ai porté l'œil. Tant mieux. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, William. Madame, monsieur, fin de la séance. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur ces médecines douces au-delà de nos frontières, si inhabituelles pour nous. La semaine prochaine, changement de thème. À l'occasion de la Saint-Valentin, on va parler, bah oui, ça va être assez banal, on va parler d'amour, mais on ne pouvait pas louper ça. Et en plus, on va y ajouter, si vous le permettez, un soupçon de sexe. Les mœurs sont-elles évoluées chez nos voisins, proches ou lointains? La sexualité est-elle encore taboue dans certains pays ou totalement décomplexée? Vous allez voir que oui. Quels sont les pays les plus, je dirais, libéraux à ce sujet? Quels sont les plus sectaires? Et comment ça se traduit? Alors, pour le savoir, nous irons au Brésil. Attention, vous avez peut-être des idées reçues sur certains pays. On ira en Allemagne aussi, en Grèce, bien sûr, très spécial aussi, et aux Pays-Bas. Préparez-vous à un voyage, comment dire, très chaud. Voilà, Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi. En attendant, voici quelques images de la semaine écoulée. C'est le petit bonus du samedi à savourer sans modération. Bon week-end. Merci.